Je me suis amusé à le comparer à Crassus, celui qui a perdu la bataille de Car en 53 avant Jésus-Christ, quand les Romains ont été battus par les Parthes. Et ensuite, il y a cette fameuse histoire où les Parthes lui auraient mis de l'or dans la bouche après sa mort. Bien sûr, c'était un exemple typique de surexpansion romaine. Un homme très riche à Rome, persuadé qu'il pouvait partir là-bas et vaincre les Parthes à l'époque. Et il s'est fait écraser, vraiment très sévèrement. C'était donc la partie un peu amusante de l'histoire, la comparaison entre Crassus et Trump. Mais le point le plus marquant, c'est la détresse dans laquelle il s'est retrouvé en découvrant les chiffres sur l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Et j'ai reçu une partie de ces chiffres d'une de mes sources, issue de l'ancien noyau dur de l'État profond. Et il expliquait en détail, dans un très long email, qu'en gros, on était alors à la mi-juin. Donc c'était il y a quelques jours. Quand Trump a regardé les chiffres, il a vu que d'ici la mi-août, ce serait la limite absolue avant l'épuisement des réserves stratégiques. Et du jour au lendemain, le prix du pétrole allait s'envoler. L'inflation aux États-Unis allait exploser et ce serait un vrai chaos. Et ça aurait dû être la raison numéro 1 pour qu'il s'accroche désespérément au protocole d'accord ou à un accord tout court. Mais Nima explique que la situation, entre maintenant et la mi-août, juste avant les élections de mi-mandat, est très tendue. Après les élections, selon ce qui se passera, tout peut changer. Et cette information, ou plutôt cette série de rumeurs, circule déjà à Washington. Il reviendrait à la guerre après les élections de mi-mandat. Et c'est tout à fait plausible, très crédible, et vu l'égomaniaque narcissique dont on parle, franchement ultra plausible, non? Donc, il gagne du temps. Il essaye de gagner du temps entre maintenant, on est fin juin, et le mois d'août, puis jusqu'à fin octobre, les élections de mi-mandat en novembre, et même après. Et évidemment, Nima, comme tu le sais très bien, les Iraniens, la direction iranienne, sont totalement prêts à ça. Ils ne se font aucune illusion. Ils ne se font aucune illusion non plus sur le fait que les Américains suivront les discussions ou les recommandations prévues dans le protocole d'accord. Le processus conflictuel a déjà commencé. On a Marco Rubio qui ouvre la bouche et enchaîne les stupidités sur le statut international du détroit d'Ormuz. Il n'y a pas d'eau internationale dans le détroit d'Ormuz. C'est l'Iran au nord et Oman au sud. C'est ça, selon le droit international. Donc on sait très bien que tout ça va dérayer dans tous les sens, n'est-ce pas? L'Iran ne se fait aucune illusion là-dessus. Et bien sûr, ils ont le doigt sur la gâchette. Et ça concerne tout. Ça concerne toute aventure américaine qui pourrait se produire dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et évidemment, si Israël ne met pas fin à ses attaques contre le Liban, la réponse sera très dure. Jusqu'à présent, d'après tout ce qu'on entend de ceux qui parlent au nom du culte de la mort, ils continuent d'attaquer le Liban, le sud du Liban. Pour l'instant, pas Beyrouth, mais pour l'instant seulement. Le sud du Liban, oui, il continue de l'attaquer. Il continue de tuer des civils. Il continue de raser des villages entiers. Rien n'a changé. Pepe, il y a eu 2 incidents importants. L'un d'eux concernait des rapports selon lesquels les services de renseignement pakistanais pensaient que le Mossad voulait assassiner Asim Munir. Oui. L'un d'eux, oui. Et l'autre, c'était ce qui s'est passé au Qatar, parce que ces 2 pays jouaient un rôle essentiel pendant le sommet. Ils faisaient la médiation entre les 2 camps, évidemment. Et là, on a eu une énorme explosion au Qatar. Une explosion à Ras Laffan, exactement. Pas ailleurs. C'était dans le nœud gazier le plus important du Qatar. Donc tout ça porte clairement les signes d'un faux drapeau.
D'ailleurs, les services de renseignement iraniens pensaient que c'était Israël. J'allais dire absolu, mais pas absolument correct. Mais c'est vraiment le scénario numéro 1 à prendre en compte. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Parce qu'ils ont dit que c'était un problème technique. Mais un problème technique, ça ne va pas aussi loin. Il y a eu une énorme explosion. Une énorme explosion. Donc, ce n'était pas un problème technique. Et évidemment, les Qataris doivent être extrêmement prudents. Ils ne peuvent pas accuser Israël directement, sinon ils risquent d'être attaqués à nouveau. Et bien sûr, ils essayent de tout coordonner, non seulement avec l'Iran, mais aussi avec le Pakistan, qui a son mot à dire dans toute cette affaire. Si c'est prouvé que c'est Israël, comment vont-ils réagir? Mais il ne fait aucun doute que tout cela a les caractéristiques d'un faux drapeau. Premièrement. Deuxièmement. Et pour ça, évidemment, Larry et moi, on s'est fait descendre encore et encore. On s'est fait attaquer de tous les côtés. Parce qu'en gros, on disait à notre public, et au public de tous ceux d'entre vous qui ont des émissions très suivies, que le renseignement militaire pakistanais avait découvert un scénario très crédible, selon lequel, sur ordre de Netanyahou, il y aurait eu une tentative d'assassinat contre le général de corps d'armée Asim Munir. Voilà les informations qu'on a reçues. Ce n'est pas comme si Larry et moi, un jour, en buvant de la vodka en ligne, on avait décidé d'inventer tout ça. Donc, les gens qui nous critiquent sans savoir comment ces choses fonctionnent, ils sont même pas idiots. C'est au-delà de la stupidité. Premièrement. Deuxièmement, l'armée pakistanaise, évidemment, quand on a entendu ça, on s'est dit tous les deux, « Waouh !» Alors, on a dit à l'un de nos contacts, « Est-ce que tu peux redemander à cette source? Est-ce que c'est vraiment crédible? Est-ce que c'était bien découvert? Est-ce que c'était prêt à être révélé? » Écoute, mes informations sont béton. C'était bien découvert et ils ont envoyé un message par l'intermédiaire des médiateurs habituels. Ce n'était pas précisé, mais ça aurait très bien pu être Oman, par exemple, qui reste assez neutre. Ou alors ça aurait pu passer par la Turquie, par exemple vers Tel Aviv. Si vous touchez à notre délégation qui part en Suisse, et surtout si vous touchez au maréchal Asim Munir, on vous raide la carte. Devinez ce qui s'est passé juste après? Rien. Donc, apparemment, à Tel Aviv, ils ont bien compris le message. Encore une fois, si on met tout ça bout à bout, le Pakistan et Israël mènent déjà en pratique une guerre par procuration. Et puis, vous savez, on entend ce discours qui circule disant que nos prochains ennemis seront la Turquie et ce genre de conneries. Non. Et le Pakistan a déjà fait passer un message aux Israéliens. Écoutez, on vous a à l'œil. Alors vous feriez mieux de vous tenir tranquille, ou du moins d'éviter de vous comporter comme d'habitude, de façon, disons, bestiale, parce que sinon, vous allez devoir en payer le prix. Donc, on a deux éléments d'affilée. D'abord, les renseignements technologiques qu'ils ont transmis à l'Iran pour empêcher les assassinats israéliens de dirigeants iraniens. Et en plus, le renseignement militaire pakistanais a découvert ce complot visant à tuer Munir, ou peut-être d'autres membres, voire toute la délégation pakistanaise. C'est donc une affaire qui va évoluer très très vite. Et c'est quelque chose auquel nous devrions tous prêter une attention énorme. Surtout quand on relie la relation entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Et maintenant la possibilité que ce parapluie sécuritaire que le Pakistan et l'Arabie saoudite essaient de mettre en place pour l'Asie de l'Ouest, surtout pour l'Arabie saoudite, mais peut-être aussi pour le reste de la région, se fasse avec la participation du CCG et aussi de l'Égypte. La Turquie, elle, reste un cas très compliqué, encore une fois. Donc, on ne va pas parler d'une OTAN musulmane, ce terme ne serait pas approprié, mais on va assister à un alignement très étroit de 4 ou 5 nations sunnites
très influente et très puissante. Et évidemment, le culte de la mort aurait tout intérêt à ne pas s'en prendre à elle, surtout parce que le Pakistan est une puissance nucléaire. Voilà où en sont les choses d'un côté, Nima. De l'autre, est-ce que l'actionniste ou le syndicat Epstein, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, jusqu'où seront-ils prêts à aller? Quelle action radicale seront-ils disposés à tenter? Dans quelle direction seront-ils prêts à aller ou à risquer d'aller, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre le Pakistan et l'Arabie saoudite? Donc, tout ce qu'ils feront pour saboter le protocole d'accord et la possibilité que l'Iran et le CCG établissent une relation solide, ce serait aller contre l'Iran, contre le Pakistan, contre le lien entre le Pakistan et l'Arabie saoudite et contre la Chine, qui soutient tout cela en arrière-plan. On a donc maintenant deux camps clairement définis. Et la situation devient de plus en plus explosive, minute après minute. Parce qu'on le sait, Nima, tu le sais, notre public le sait aussi. Les sionistes n'abandonneront jamais. Jamais. Ils n'abandonneront jamais le Liban. Ils n'abandonneront jamais la Syrie. Ils n'abandonneront évidemment jamais Gaza ni la Cisjordanie. On voit bien ce qui s'y passe déjà. Et ils n'abandonneront jamais l'Iran. Ils n'abandonneront jamais leur expansion, sans fin. Et ça inclut tout le monde. Ça veut dire voler des terres à l'Irak, voler des terres à l'Arabie saoudite, à la Jordanie, peu importe. Ils ne s'arrêteront jamais. Il n'y a qu'une seule façon de les arrêter. On sait tous laquelle. Et l'Iran le sait aussi. Il n'y en a pas d'autre. Je pense, Pepe, que quand on parle de la situation entre l'Iran et les États-Unis et qu'on prend en compte la récente rencontre, je suppose que tu as des informations venant de ta source au Pakistan sur la visite du président iranien dans ce pays, une visite importante. Il a essentiellement présenté l'idée d'une nouvelle architecture de sécurité régionale, dans laquelle il a cité l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et le Pakistan comme partie prenante de cette architecture. Je suppose que le Pakistan, puisqu'il entretient de bonnes relations à la fois avec l'Arabie saoudite et avec l'Iran, peut d'une certaine manière faciliter les négociations ou les discussions en cours entre ces pays. Quelle est leur vision à ce sujet? Et à ton avis, à quelle distance sommes-nous d'atteindre ce type d'architecture de sécurité dans la région? Exactement. On en revient au début de notre conversation. Pezeshkian, comme vous l'avez vu, a été reçu comme un frère, comme un invité super VIP, bien sûr, avec toute la cérémonie, tout le faste, tout ça, mais surtout comme un frère. Et il entretient une très bonne relation à la fois avec Sharif et aussi avec Mounir. Il a d'ailleurs eu un entretien bilatéral avec Mounir uniquement pour parler de sécurité et de défense. En dehors de toutes les discussions politiques avec Sharif, avec le gouvernement, etc., il a eu une réunion spéciale avec Mounir, uniquement pour aborder les questions de défense et de sécurité. Alors, de quoi parlait-il exactement? Le renforcement du pacte militaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Évidemment, du point de vue iranien, ils ont dit « pas de problème, on vous fait confiance ». Et on fait confiance à la Chine derrière tout ça. Les Chinois veulent que ça fonctionne. Et clairement, c'est la prochaine étape pour mettre en place un parapluie de sécurité en dehors des Américains. Alors vous imaginez bien à quel point ça affole la Maison-Blanche, le Pentagone et tout l'appareil d'État profond. Mais c'est la direction que prennent les choses. Si on regarde l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Chine, c'est bien comme ça que ça évolue. Les acteurs plus petits devront suivre le mouvement, c'est certain. Alors, encore une fois, tout ça a vraiment commencé à s'accélérer ce week-end à Bürgenstock, en Suisse.
Et puis, à peine 2 jours plus tard, mardi et mercredi, à Islamabad, avec la visite de Pezeshkian, tout s'est encore accéléré. Tout est lié, et ça va très, très vite. Tellement vite qu'on n'a toujours pas, je ne dirais même pas une réponse, mais pas le moindre commentaire venant de Washington à ce sujet. Ils sont terrifiés, parce que tout ça se déroule sous leurs yeux, et ils ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bombarder l'Arabie Saoudite? Bombarder le Pakistan? Vous savez, c'est la seule chose qu'ils connaissent. Leur modus operandi, c'est bombarder, bombarder, bombarder. On le sait bien. Their modus operandi is bomb, bomb, bomb. We know that. So, Donc, la réorganisation de l'échiquier est déjà en cours, sans aucun doute. Nous devons donc nous attendre à des mouvements de l'autre camp, même s'ils sont sonnés, désorientés, certains terrifiés, d'autres impuissants. Mais ils seront profondément enragés. Et cela viendra s'ajouter à ce qui constitue la défaite stratégique de la guerre qu'ils ont lancée contre l'Iran. Une guerre qui s'est maintenant figée. Elle a figé le début d'une nouvelle architecture de sécurité pour l'Asie de l'Ouest, où l'Asie du Sud, avec le Pakistan, joue l'un des rôles les plus importants. Et il y a quelque chose d'extraordinaire auquel je ne cesse de penser, parce que beaucoup d'entre nous pensaient que ce processus commencerait plutôt au nord, entre la Russie et l'Occident. Si on revient à décembre 2021, au moment où ces lettres ont été envoyées par Poutine à l'OTAN et à l'ancienne administration américaine, elles portaient sur le principe d'indivisibilité de la sécurité. En gros, le Kremlin disait à tout le monde, « Regardez, la sécurité doit être garantie pour tous, pour les États-Unis, pour l'OTAN, pour l'Europe de l'Ouest, pour l'Europe de l'Est, pour l'espace post-soviétique, pour la Russie, pour l'Asie centrale, pour toute la région. » Il n'y a pas eu de réponse. La réaction de l'OTAN, ça a été de pousser la Russie à lancer l'opération militaire spéciale en février 2022. Donc, au lieu que ce processus démarre au nord, il commence en Asie de l'Ouest. Parce que le sens profond de ce nouveau parapluie de sécurité, que le Pakistan offre désormais à une grande partie de l'Asie de l'Ouest, c'est justement l'indivisibilité de la sécurité. C'est le même concept. Et puis, il y a d'autres pays qui ne font pas partie de ce dispositif, comme l'Iran, qui est souverain et indépendant. Ils sont d'accord, tant que ce n'est pas une plateforme d'attaque contre l'Iran. Et ce ne le sera pas, parce que le médiateur et le garant de cette sécurité, le Pakistan, joue justement aujourd'hui un rôle de médiation entre l'Iran et les États-Unis. Donc, les rôles ont complètement changé. Et bien sûr, c'est très important que le Pakistan ait désormais ce rôle en Asie de l'Ouest, un rôle qu'il n'avait pas auparavant. Ça change totalement l'équation. Les Saoudiens font preuve de beaucoup de pragmatisme et ils savent qu'ils ont besoin d'un arrangement avec l'Iran. Quant aux Russes, aux Égyptiens et aux Turcs, on ne sait toujours pas jusqu'à quel point. En gros, ils sont d'accord avec la nouvelle structure qui se met en place. On ne connaît pas encore les détails, bien sûr. Et évidemment, le Qatar finira tôt ou tard par s'y intégrer. C'est un tout petit pays, ils vont avoir besoin d'un parapluie de sécurité, d'une protection venue d'ailleurs. Donc tu vois, tout est en train de changer en quelques jours à peine. Ce n'est pas étonnant, Nima, qu'on entende sans arrêt ce discours incohérent, ce blabla qui vient de Washington. Ils ne comprennent même pas, ils ne peuvent même pas mesurer l'ampleur de ce qui se passe. D'abord parce qu'ils vivent dans une bulle. Ensuite, parce qu'ils ne comprennent pas les autres cultures. Ils ne comprennent pas d'autres façons de penser, ils ne respectent pas les autres cultures, ni les autres visions du monde. Et tout ça se déroule littéralement sous leurs yeux, et ils ne sont même pas capables de comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent toujours pas à accepter qu'ils ont subi une défaite stratégique. Même s'ils signent un protocole d'accord, que leur président veut absolument,
parce que c'est la seule porte de sortie qu'il a trouvée. Il est déjà en train de la saboter. Il sapait déjà le protocole, avant même que les discussions ne commencent en Suisse ce week-end. Et il continue à le torpiller, pratiquement tous les jours. Donc oui, ça va continuer, n'est-ce pas? Et maintenant, on en arrive, je dirais, à une situation vraiment fascinante, où tout dépend probablement de J.D. Vance pour que ce protocole avance. Vous vous rendez compte? Tout le monde autour de la table doit compter sur J.D. Vance. C'est le seul qui garde un semblant de normalité ici. Mais on sait tous qui se cache derrière J.D. Vance. Oui, exactement. Et puis on sait tous qu'il a des ambitions présidentielles. C'est un jeu vraiment, mais alors vraiment très dangereux, tout ça. Pepe, depuis des années aux États-Unis, on parle d'un pivot vers la Chine, d'un pivot vers l'Est. Et administration après administration, c'est la même chose. Par exemple, l'administration Biden a créé la guerre en Ukraine, et celle de Trump a lancé une nouvelle guerre au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, contre l'Iran. Cette guerre est encore en quelque sorte en pause. On a deux acteurs différents, avec des objectifs différents d'ailleurs, les États-Unis et Israël. L'agenda principal d'Israël, c'est de poursuivre la guerre. Celui des États-Unis, c'est d'en sortir, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien là-bas qui vaille la peine d'y rester. Ça va être une recette pour le désastre. Les États-Unis ont déjà connu ça, en Irak et en Afghanistan. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est encore pire, parce qu'avec le temps, la fragilité de leur présence dans le Golfe Persique finira par se révéler. Vous savez, c'est une région que l'Iran domine sur le plan militaire. Rester là-bas coûte très cher aux États-Unis, aussi bien sur le plan géopolitique que militaire. Et quand on regarde toutes les difficultés qu'ils ont eues pendant la guerre, puis pendant le cessez-le-feu, depuis qu'il a été annoncé, eh bien c'est là tout le problème. Mais quand on parle du pivot vers la Chine, tu ne penses pas qu'après la guerre en Ukraine, ou alors avec cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, on peut se demander ce que ça veut vraiment dire, pivot vers la Chine. Est-ce qu'il ne risque pas de se créer un problème encore plus grand? Ou peut-être qu'il est temps de faire un pivot vers les États-Unis eux-mêmes. Revenir au pays, revenir aux principes, à ses devises, à ce genre d'arguments, à la rhétorique de Donald Trump, rendre l'Amérique à nouveau grande. Ramener la production, ramener les emplois en Amérique, ramener la production sur le sol américain. Parce que si on s'oppose à la Chine, tout en menant deux guerres, d'ailleurs, ces deux guerres sont bien actives à mon avis en ce moment, en Ukraine et en Asie de l'Ouest, ça pose quand même question. Oui, eh bien, il n'y a rien qu'ils puissent faire contre la Chine, pour commencer. Et c'est pour ça que les Chinois ne perdent pas vraiment le sommeil. J'étais en Chine le mois dernier, en mai en fait. J'y étais encore en mai, avant de partir pour la Russie. Ils ne s'inquiétaient pas du tout et ils disaient « Non, non, nous, on se concentre sur nos défis internes dans la course technologique. » Du point de vue chinois, ils font tout ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, surtout parce que les impératifs de la course technologique chinoise n'ont rien à voir avec ceux des États-Unis, qui sont essentiellement liés au profit, à Wall Street et à tout ce qui va avec. En Chine, c'est tout autre chose. C'est une question de modernisation du pays. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Xi Jinping publié l'an dernier, que j'ai eu le plaisir de lire en grande partie pendant que j'étais au Xinjiang. Which I had the pleasure to read extensively while I was in Xinjiang. I was reading Xi Jinping's modernization of China. Je lisais La modernisation de la Chine de Xi Jinping et je voyais cette modernisation partout autour de moi, à chaque endroit où j'allais au Xinjiang. C'est bien ça qui les inquiète. Il y a un énorme problème en Amérique latine, Nima. Si tu regardes la carte aujourd'hui, waouh, les Américains contrôlent presque tout. Et le dernier grand morceau du puzzle, c'est le Brésil. Tu sais mieux que moi ce qui pourrait se passer aux prochaines élections,
ou ce qu'ils pourraient faire pour déstabiliser les élections brésiliennes. Voilà, c'est ça, et c'est inscrit dans la doctrine de sécurité nationale. C'est la doctrine Monroe, version 2.0. Notre arrière-cour, c'est la nôtre, point final. Donc oui, c'est vraiment terrifiant. Et bien sûr, ils peuvent toujours inventer des tactiques de diversion ici ou là, mais le Groenland va revenir sur le radar tôt ou tard. Et bien sûr, il n'y a rien qu'ils puissent faire en mer de Chine méridionale, surtout là-bas. Et pour Taïwan, c'est pareil. Ils savent que s'ils tentent quoi que ce soit à Taïwan, la réaction chinoise sera très très dure contre l'Amérique, pas contre Taïwan. Évidemment, si une forme d'agression contre la Chine venait de Taïwan, ce qui n'arrivera jamais, ce serait une autre histoire. Mais les Chinois savent que les Américains sont capables de monter une fausse attaque, un faux drapeau, en mer de Chine méridionale ou même à Taïwan. C'est donc un énorme problème, et ils doivent encore vivre avec 2 défaites stratégiques d'affilée, en Ukraine et en Iran. Alors quand on parle d'un animal acculé, c'est exactement ça. Ils vont devenir bien plus dangereux qu'ils ne le sont déjà. Obrigado, Pepe. Obrigado a você, querido. Désolé, mais je dois y aller. Muito obrigado. Très heureux de vous voir et de pouvoir vous parler. Merci pour le coup de main à notre chaîne. Je remercie Nima d'en avoir parlé et j'espère que vous irez tous y faire un tour. Notre chaîne, c'est un service public. Larry et moi, on fait ça dans cet esprit-là. Quand on a accès à des informations de ce niveau, on se doit de les partager. C'est vraiment très simple. Voilà. Merci à tous. Merci Nima comme toujours. Et ici depuis le Natostan avec 40 degrés au thermomètre. Je peux vous dire que le tableau n'est pas très réjouissant.